Denis le maçon, le prototype du passe-partout. Un petit gars calme, poli, réservé, qu'on ne remarque jamais. Le comptable idéal, le mari idéal, le gendre idéal. Mais cette face lisse cachait une personnalité terrifiante, un homme froid, manipulateur, pervers, incurable, dira de lui le médecin psychiatre. Car l'homme s'est débarrassé de tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin, tous ceux qui ont voulu prendre sa place. Ses collègues, comme son père. À 30 ans, Denis le maçon avait déjà frappé 3 fois un assassin hors du commun, auquel la cour d'assises de Genève a réservé un sort hors du commun. La secrétaire arrive toujours la première. Ce 21 mars 2002, il est 6 h du matin quand elle pousse la porte de la société GS Automation dans la banlieue de Genève. Mais ce jour-là, une très mauvaise surprise l'attend. On nous a appelés pour une intervention sur Plan-les-Ouates, où un cadavre avait été découvert dans une entreprise. Donc avec mon collègue, on est parti en patrouille en mettant les moyens, en sirène feu bleu. Nous sommes entrés dans l'entreprise, la secrétaire était complètement affolée. Et nous avons constaté dans un bureau, effectivement, qu'il y avait un corps qui était étendu entre un bureau et puis le mur. Le corps était étendu sur le dos. Il était de corpulence moyenne. Il y avait pas mal de sang autour du corps. Là, il n'y avait même pas besoin de le toucher pour voir qu'il était décédé. Le bureau n'avait pas été fouillé. Il n'y avait aucune serrure qui était cassée, aucune fenêtre qui était brisée. Donc c'était en tout cas pas un cambriolage. La police scientifique rejoint aussitôt la PJ sur les lieux. Quand j'arrive sur place, je dis tout de suite à mon collègue, mais c'est chez GS Automation. GS Automation, ça me dit quelque chose. Et sur le moment, je ne retrouvais pas pourquoi ça me disait quelque chose. GS Automation, l'entreprise genevoise, assemble des pièces pour des machines-outils. Elle emploie une trentaine de salariés. La victime s'appelait Jean-Raymond Blaty, il avait 45 ans. C'était le comptable. La scène de crime est particulièrement violente. On voit qu'il y a du sang qui a été projeté contre les murs, contre une porte. On voit également qu'il a des blessures au niveau du cou et puis que le crâne a été bien défoncé. Sur le corps, des mots ont été tracés. Il a sa chemise qui est relevée et sur son abdomen, il y a une inscription « Salve violeur » marquée avec un crayon indélébile sur l'abdomen. La victime a été attaquée par surprise. Il n'y a aucune lésion de défense. Il n'y a pas eu de défense, il n'y a pas d'arme à la main, il n'y a rien de visible, il n'y a pas d'arme sur place, il n'y a pas d'outils sur place, on voit rien sur place. On avait peu d'informations. Jean-Raymond Blaty était à son bureau quand il a été agressé. Il a forcément dû voir son meurtrier entrer par l'une des 2 portes situées en face de lui. Le meurtrier l'a contourné pour l'attaquer par derrière. Si Jean-Raymond Blaty ne s'est pas méfié, c'est qu'il le connaissait. Dominique, l'autopsie est pratiquée le 22 mars 2002. Alors, il est mort de quoi, Jean-Raymond Blaty ? D'abord, l'autopsie qui a été pratiquée à l'hôpital universitaire de Genève, elle parle d'acharnement, elle parle de la grande violence du meurtrier qui s'est acharné sur sa victime. Et avant de dire de quoi il est mort, on va déjà parler des plaies qu'on retrouve sur son corps. 21 plaies au total, 17 au niveau du cou, vous les voyez ici, et 4 à l'arrière de la tête, dont une, celle-ci, qui laisse apparaître l'os crânien. Alors, c'est celles-ci qui sont intéressantes parce que, regardez leur configuration, elles sont horizontales et elles sont parallèles. Ce qui laisse penser que l'agresseur de M. Blaty est arrivé derrière lui, qui lui a posé la main sur le front et qui l'a frappé avec quelque chose à la gorge. La mort, elle n'a pas été provoquée
par ses coups à la gorge, elle a été provoquée par les coups qu'il a reçus derrière la tête. Donc, il est mort d'un traumatisme crânio-cérébral. Toutes les blessures lui ont été infligées alors qu'il était vivant. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Aucune trace de lésion sur les mains. Pas de coups de couteau, pas de griffures, pas d'hématome sur les bras. Et la volonté était claire pour son agresseur de le tuer. On ne lui a laissé aucune chance. L'arme du crime, on sait ce que c'est? Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a 3 armes du crime. Il y a d'abord 2 objets qui ont provoqué les plaies au niveau du cou. Alors, ces 2 objets, ils sont pour l'un perforants allongés et arrondis. C'est les petits trous ronds qu'on voit. Ça peut être un tournevis, ça peut être un pointeau, ça peut être un coupe-papier. L'autre objet, il est tranchant et allongé. Ça peut être une lame de couteau et il provoque les blessures horizontales qu'on voit, les entrées qui sont plus allongées. Et puis, il y a un objet contondant qui a été utilisé pour le frapper à l'arrière de la tête. Et on pense savoir de quoi il s'agit. C'est un tuyau dans lequel on a glissé une clé à pipe qui est traversée par une vis. C'est un outil artisanal qui a été fabriqué par un salarié de l'entreprise qui utilise une scie hydraulique. Et comme la scie hydraulique, elle est lourde à baisser, eh bien, il appuie sur le levier pour abaisser sa scie hydraulique. Et cet objet, il a disparu de l'entreprise. On ne l'a jamais retrouvé. Celui que vous voyez là, c'est un objet qui a été refabriqué pour les besoins de l'enquête. Et l'heure du décès? En fonction des rigidités cadavériques, on va dire qu'il est mort la veille, le mercredi 20 mars, dans un créneau horaire qui peut se situer entre 21h et 23h, mais pour être plus prudent, on va prendre une estimation plus large. Les légistes vont dire entre 20h et minuit, certainement. L'inscription sale violeur, est-ce qu'on sait avec quoi elle a été faite? Alors, elle a été tracée avec un stylo feutre qui fait 4 mm de large, qu'on a cherché partout, dans le bureau de M. Blaty, dans tout le reste de l'entreprise, on ne l'a jamais retrouvé. Ce qu'on sait en tout cas, Frédéric, c'est que c'est clairement Jean-Raymond Blaty qui est visé et que celui qui est venu ce soir-là est venu pour le tuer. Jean-Raymond Blaty avait 2 enfants. C'était l'aîné d'une famille de 3 garçons, une famille unie et aimante, originaire du canton de Vaud, dans les montagnes suisses. J'ai eu besoin d'aller voir sur place pour avoir quelque chose de concret, en fait, pour essayer un petit peu de croire que ce qui était arrivé était vraiment arrivé. L'expert comptable faisait la fierté de ses parents. Il allait souvent voir sa mère en Espagne, où elle prenait ses quartiers d'hiver. Le jour où elle a vu débarquer ses 2 autres fils à l'improviste, elle a tout de suite compris. Moi, j'ai dit qui? Parce qu'on avait dit, s'il arrive quoi que ce soit, on revient seulement. Si ça nous touche de très près. Alors, je dis qui? Puis ils nous disent Jérémy. Alors, ça a été comme si on avait reçu le ciel sur la tête, comme on dit. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Non seulement Jean-Raymond vient d'être assassiné, une inscription infamante sur le ventre, mais le premier suspect des policiers n'est autre que le fils de la victime, le petit-fils de René Blaty. Non seulement on lui apprend la mort de son père, puis on lui dit on l'accuse d'avoir perpétré cette horreur. Car les policiers ont fouillé dans les affaires du comptable, dans ses papiers, son agenda, son téléphone. Et ils ont découvert pourquoi Jean-Raymond Blaty est resté aussi tard au bureau. À 22h, il avait rendez-vous avec son fils de 19 ans. Son fils fait effectuer son service militaire dans le canton de Vaud, au pied du Jura. Et lorsque j'ai pu prendre quelques contacts rapidement avec la police militaire, on m'a dit qu'il y avait eu un gros problème, qu'il manquait son fusil d'assaut. Donc on est parti. Car en Suisse, un militaire ne se sépare jamais de son fusil. Il doit le garder avec lui partout, même en permission. Si le fusil d'assaut n'est pas à la caserne, c'est que le soldat a eu un sérieux problème. Les policiers tombent sur le fils sans ménagement. Je lui ai demandé son emploi du temps de la veille,
qu'il a pu nous donner très facilement. Et alors là, donc, on s'est rapidement rendu compte qu'il était resté la veille donc, à la caserne. Il y avait eu un souper où tout le monde avait participé. Donc son supérieur direct nous a dit qu'il était là. Ses camarades de chambre ont confirmé qu'il n'avait pas bougé. Donc pour nous, on l'a rapidement rayé de la liste des suspects. Quant au fusil d'assaut, le fils Blaty s'explique. Il l'a oublié dans le train. La première piste fait flop. Le fusil d'assaut, c'est une deuxième piste, mais ça n'a rien à voir. Donc lui, il a un oubli et un papa mort. Reste la piste du crime sexuel. Ce sale violeur inscrit sur le ventre de Jean-Raymond Blaty. Il faut savoir que M. Blaty n'habitait pas Genève officiellement, il était domicilié dans le canton de Vaud. Donc on a immédiatement pris contact avec des collègues vaudois pour savoir si M. Blaty n'avait pas eu des problèmes dans ce canton-là, s'il n'y avait pas des procédures qui étaient ouvertes, ce qui n'était absolument pas le cas. Aucune plainte. À GS Automation, personne n'a noté de comportement déplacé. Il faut dire que le comptable venait tout juste d'être engagé. M. Blaty venait d'arriver, ça faisait une dizaine de jours qu'il travaillait. Les collègues de GS Automation le connaissaient très mal, ils ne connaissaient même pas encore son prénom pour certains. Quelqu'un de discret, de calme, de réservé. Quant à sa famille et à ses amis, ils ne peuvent pas l'imaginer dans la peau d'un violeur. Première réaction, on se dit, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'alors, Jean-Raymond, c'était pas du tout, mais pas du tout, son genre. C'était pas déjà le type qui était coureur, c'était pas le... Et puis c'est vrai qu'il était divorcé, peut-être bien qu'il a connu des filles, ça c'est normal à la limite, mais il n'avait pas besoin de les violer. C'était pas du tout le genre à obtenir quelque chose par la force. Mais les policiers ne lâchent pas l'affaire. L'inscription sent la vengeance. Ils découvrent que la victime, divorcée depuis peu, répondait régulièrement à des petites annonces sur des sites de rencontres. Un rendez-vous galant a peut-être mal tourné. Les policiers essaient de retrouver toutes ces femmes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, tente désespérément de joindre Jean-Raymond Blaty depuis la veille. Des appels d'abord, puis des SMS. Pas de signe de vie de sa part. Je me suis tout de suite dit, c'est drôle parce que c'est pas ses habitudes. C'est une personne si droite et pragmatique et en même temps, justement, peut-être très cartésienne. C'était pas possible qu'il me laisse sans coup de fil. Inquiète, Mylène appelle la police qui la convoque aussitôt. J'étais abasourdie et puis surtout très triste parce que je disais mais comment c'est possible, c'est une personne si gentille, si agréable. Ça fait très mal parce que la manière dont il est mort était odieuse. On ne peut pas imaginer un massacre pareil. Lorsque les policiers lui apprennent ce que le meurtrier a écrit sur le ventre de Jean-Raymond, Mylène est formelle. J'ai tout de suite dit, c'est impossible. Notre relation débutait très calmement. Un baiser, un échange, de la tendresse, un peu d'intimité, mais disons toujours vraiment avec beaucoup de douceur, de respect. Et vraiment, je crois pas du tout que ces mots qui lui ont été marqués sur le ventre pouvaient être véridiques. Et toutes les femmes que la police interroge décrivent le même homme. Un type bien, délicat, timide même. Donc on a encore fermé une porte par rapport à ça. Et les premières 12 heures, on a un peu, allez, parlons franchement, patiné. Pierre Rottenbuehler, à l'époque, vous avez secondé M. Cartier à la brigade criminelle de Genève. La piste familiale, vous la refermez en fait définitivement.
La piste du fils est refermée définitivement dès le premier jour, puisqu'il a un alibi en béton, et nous n'avons aucun autre élément qui mettrait en cause un autre membre de la famille. Et son ex-femme? Parce qu'il était divorcé? Alors le divorce était assez bien passé, effectivement c'est une piste qu'on va suivre, mais qui ne donnera rien. Et comment on explique alors cette inscription sale violeur? On pense que c'est une fausse piste qui avait été mise là pour nous orienter vraiment l'enquête dès le départ dans une autre direction que celle que l'on va trouver. Et vous avez cherché du côté de ses anciens employeurs? Est-ce qu'il avait été licencié? Est-ce qu'il avait commis des malversations? Non, donc il avait une très bonne réputation, M. Blatty. Il n'avait pas eu de problème particulier dans les entreprises où il avait été employé auparavant. Rien dans sa vie privée, rien dans sa vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous reste comme piste? Alors la piste, c'est qu'en entendant les personnes qui travaillaient chez GS Automation, en procédant à leur audition, on a appris qu'auparavant, donc 4 mois avant les fêtes, le précédent comptable qui travaillait pour cette entreprise avait été agressé chez lui à son domicile en France, alors qu'il allait chercher son véhicule et qu'il avait été laissé pour mort par terre. Alors là, on prend immédiatement contact avec nos homologues français pour avoir plus d'informations sur leur cas et mettre en parallèle les similitudes qui pourraient exister entre les deux affaires. GS Automation. Dès le début, les policiers suisses ont tiqué. Ce nom leur disait quelque chose. Maintenant, ça leur revient. Ça m'est revenu en voyant la secrétaire de l'entreprise arriver. J'ai reconnu sa voix. Je l'avais au téléphone quelques mois avant parce qu'un employé de chez eux, un comptable, avait été agressé devant son domicile en France, à Ville-Lagrand. Elle avait été laissée pour mort par quelqu'un. Elle pensait que c'était en lien, peut-être, avec un retrait d'argent qu'il avait fait la veille à l'UBS. En réalité, ça n'a rien à voir du tout, parce que l'argent a été retrouvé. Côté suisse, l'affaire en était restée là. Car la victime, Henri Cosa, était française et l'agression avait eu lieu chez lui, à Ville-Lagrand. L'enquête était donc aux mains des Français. Mais l'épisode reprend maintenant de l'intérêt. Les policiers français nous expliquent, pour l'agression de M. Cosa, donc le déroulement des fêtes. Donc ça s'était passé au mois de novembre. C'est un matin, alors qu'il s'apprête à partir pour son travail, il est agressé à proximité de son véhicule. Il était 6h du matin, le couple Cosa partait travailler. Henri Cosa a devancé son épouse de quelques minutes. Il est descendu au parking et quand il a ouvert la porte, des coups sont tombés. Sa femme l'a retrouvé dans une flaque de sang. Il a été conduit en urgence au service de chirurgie neurologique de l'hôpital de Genève. Son pronostic vital était engagé. Il y avait une quinzaine de plaies qui étaient réparties sur tout le côté gauche de la tête, de l'hémisphère. En plus, une grosse plaie aussi orbitaire, ce qui fait qu'il a perdu son œil. On avait l'impression que ce n'était pas un instrument très tranchant, mais quelque chose, peut-être un instrument lourd, une masse ou quelque chose comme ça, qui avait tapé, qui montre une très grosse force. L'agression, pour moi, est maximale. Il y a une volonté d'acharnement, d'obstination pour vraiment tuer sa victime. Ça m'a paru tout à fait évident. Les médecins ont sauvé Henri Cosa in extremis. Mais les séquelles sont lourdes. L'hémisphère gauche du cerveau a presque été détruit. On ne peut plus parler, plus lire, plus écrire, plus communiquer, en fait, valablement. Et alors, les pires séquelles, en plus, c'était des séquelles visuelles. Il n'avait plus son œil gauche, le globe était irrécupérable. Et non content de toutes ces choses déjà très impressionnantes, plus d'audition à gauche. La première fois que je le vois, ce qui me frappe le plus, c'est son état physique, quoi. C'est quand même quelqu'un qui est très amoindri, qui parle très peu. Alors, c'est le contraste entre quelqu'un qui est grand, qui est assez corpulent, et qui a plutôt l'attitude d'un enfant. Henri Cosa s'est fait voler son portefeuille, mais est-ce une raison pour le tabasser comme ça ? Il ne se souvient de rien. Sa femme n'a rien vu, rien entendu. Personne n'a été témoin de l'agression. L'enquête sur la vie privée des Cosa n'a rien donné.
Sur son lit d'hôpital, Henri Causa, qui ne peut plus parler ni écrire, dessine encore. Il se met à griffonner de manière obsessionnelle le même dessin, un curieux petit bonhomme. Pas de quoi faire avancer la police. Les services de police ne savent strictement rien. Crime crapuleux peut paraître très étonnant, les époux Causa n'ont rien. Crime gratuit, il y a rien, l'enquête elle est au point mort. Les policiers français en sont là quand leurs collègues suisses les appellent. Et ils tombent tous d'accord, 2 victimes dans la même entreprise, 2 comptables, Henri Causa et son successeur Jean-Raymond Blaty. Les 2 affaires sont sûrement liées. Mais pourquoi, comment ? Il devient urgent de protéger le 3e comptable, celui qui travaille encore, AGS Automation. Monsieur Rothenbuehler, est-ce que les 2 comptables se connaissaient ? Non, donc ils ne se connaissaient pas sur le plan privé et sur le plan professionnel. Ils n'ont jamais été employés ensemble dans la société. Ils se sont jamais croisés. L'un a remplacé l'autre et avant qu'il le remplace, un intérim avait été assuré. Ils se ressemblent tous les 2 ? Physiquement, ils se ressemblent effectivement. Donc on aurait pu se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu une erreur sur la personne ? C'est une hypothèse que nous avions dans le cadre de l'enquête, mais qui s'est avérée fausse par la suite. Est-ce qu'il y a des points communs dans le mode opératoire des 2 agressions ? Alors, les 2 agressions sont le fait de l'utilisation d'un objet contondant pour taper la personne à la tête. C'était le point qui était commun dans le modus. Et puis après, bien entendu, que ces 2 comptables qui travaillent pour la même société, ce qui nous a fortement interpellés. Donc pour vous, c'est le même homme qui a agressé les 2 comptables ? C'est possiblement le même homme, effectivement, qui a agressé les 2 comptables. L'entreprise GS Automation travaillait-elle dans un secteur sensible ? Non, donc il n'y avait rien de particulier. C'est une société qui fabriquait des machines-outils à la demande des clients, des machines-outils sur mesure, mais ce n'était pas un secteur sensible et particulier. Les 2 dossiers sont joints, celui de l'agression de M. Causa et le meurtre de M. Blaty ? On ne peut pas joindre les 2 dossiers, notamment par le fait que l'agression de M. Causa s'est passée en France et que donc, la justice suisse n'est pas compétente pour cela. Donc pendant toute la procédure, il y aura 2 enquêtes séparées, une en Suisse et une en France. Le 3e comptable s'appelle Denis Lemasson. Il habite en France, mais il travaille en Suisse. Alors les policiers partent le chercher sur son lieu de travail, près de Genève. L'homme est employé par une société fiduciaire qui le détache régulièrement depuis 3 ans auprès de GS Automation. C'est lui qui a formé M. Causa, puis M. Blaty, les 2 comptables que l'entreprise avait embauchés à sa place à temps plein. Quand les policiers arrivent, l'homme est terrifié, au point que l'un d'eux alerte son chef. Je ne sais pas exactement les termes qu'il employait, mais en gros, il me dit il flippe complètement. Alors on enregistre l'information. Quand M. Lemasson arrive dans les bureaux, on se prépare, on va discuter un petit moment avec lui. Et puis, on commence l'audition. Sur l'emploi du temps, sur ce qu'il faisait. Denis Lemasson raconte que le soir du meurtre, il avait rendez-vous avec la victime. Il devait discuter des salaires du mois de mars. Mais au dernier moment, il n'a pas pu aller le rejoindre. Denis Lemasson expliquait qu'il avait dû rentrer à son domicile, sa fille étant malade, et que sa compagne, Mademoiselle Brun, lui avait téléphoné pour lui demander de rentrer puisque la petite n'était pas bien. Denis Lemasson est donc rentré chez lui vers 18h30 à Fillinges, en Haute-Savoie, à 30 km de Genève. Il a passé toute la soirée avec sa compagne et sa fille de 5 ans. L'audition avance, mais les policiers sont de plus en plus mal à l'aise. Ils ont affaire à un homme froid, complètement détaché. Il y a des fois, à un moment donné, on dit je la sens pas. Ben là, je la sentais pas du tout. Et puis mon collègue non plus. Mais on n'avait rien, que dalle, rien du tout. De témoin en danger, Denis Lemasson devient peu à peu suspect. Mais le flair, ça ne fait pas une preuve. Et les policiers ont besoin d'indices sérieux pour le mettre en garde à vue. Le souci qu'on a, c'est que comme il est français, s'il rentre en France, on ne pourra plus le faire venir en fait en Suisse s'il refuse de revenir pour continuer. Car la France n'extrade pas ses ressortissants, alors il faut faire vite.
Avec l'aide de leurs collègues français, les policiers suisses organisent une perquisition, le jour même, chez Denis Lemasson. 2 collègues plus une criminaliste montent sur place dans la maison pour faire, je dirais vraiment, une fouille sommaire. On avait une vague idée de l'arme à ce moment-là. L'arme était un truc qui devait faire 12,7 mm de diamètre. Puis c'est exactement le morceau de crâne qui était emporté dans le crâne de M. Blatty. Et tout autre élément utile à l'enquête, style vêtements tachés de sang, etc. Sur place, Viviane leur ouvre la porte. Elle a 24 ans, c'est la compagne de Denis Lemasson. Les policiers attaquent la fouille. Ils ont très peu de temps pour trouver un indice. J'étais complètement perdue, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ils m'ont informé que Denis était au poste et qu'il recherchait des taches de sang sur des vêtements. Ils ont également cherché du sang, de l'ADN dans les voitures, la maison. Ils ont été dans la salle de bain. Ils ont mis une espèce de produit bleu pour voir d'éventuelles taches sur les murs. Ils ont fait de même à ma voiture. Ils ont fouillé le linge, ils allaient dans les sous-vêtements, ils allaient partout. Enfin, j'avais l'impression d'être violée. Ils rentraient vraiment dans une intimité qui me dérangeait fortement. Ils ne parlaient pas spécialement, ne me disaient pas trop de choses non plus, donc je comprenais sans vraiment comprendre en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était pas réel. Ouais, vraiment l'impression d'être dans un rêve et que j'allais me réveiller à tout moment, mais non. Mais les policiers ne trouvent rien. Pas d'armes, pas de traces de sang, ni dans la salle de bain, ni dans la voiture, ni sur les vêtements. Alors ils interrogent Viviane sur le soir du crime. Je leur explique que le 20 au soir, mon conjoint est rentré entre 18h30 et 19h, comme à son habitude, que nous avons fait le repas avec notre enfant et que nous avons regardé un film. Ils ont l'air un peu étonnés et je reconfirme exactement mes dires à ce moment-là. Les 2 versions collent, les policiers n'ont toujours rien. Au commissariat de Genève, ils continuent à cuisiner Denis Lemasson. Mais le comptable ne varie pas d'un iota. Il n'a pas vu Jean-Raymond Blatty le soir de sa mort. Il est rentré vers 18h30 pour dîner et il n'a pas bougé de chez lui. Les policiers commencent à tanguer. Et c'est vrai que quand on le regarde, il paye pas de mine. C'est pas méchant du tout, hein. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un rugbyman, c'est pas un type qui a l'air violent. C'est un type on pourrait le croiser 20 fois dans la rue, personne ne le reconnaît. C'est le prototype du passe-partout. D'ailleurs, personne ne l'a jamais vu en colère, ni violent, ni même menaçant. Au travail, Lemasson n'a jamais fait parler de lui. Chez GS Automation, il est décrit comme quelqu'un d'inexistant. Pas de contact, bonjour, c'est tout. C'est pas lui qui allait faire la tournée d'automate à boissons pour offrir des boissons. Très peu de contact avec les collègues. À la fiduciaire, bon, c'était un peu biaisé par rapport au patron, vu qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Il en donne un portrait d'un gars tranquille. À Fillinges, la perquisition touche à sa fin. Les policiers sont sur le point de repartir bredouille quand, dans un dernier coup d'œil, ils tombent sur une paire de chaussures. Et à y regarder de plus près, elle porte quelques petites taches brunes, comme des gouttes de sang. Cette fois, les policiers le tiennent. Voilà l'élément qui leur manquait pour une garde à vue. On se dit, bah voilà, l'affaire est soldée. Le sang, c'est celui de M. Blatty. Affaire réglée. Donc on avise le juge d'instruction pour qu'il nous donne quelques jours le temps qu'on ait le résultat de l'ADN. Eh ben, on a eu le résultat très vite. Mais alors on a une belle surprise parce que c'était pas le sang de M. Blatty. Alors là, déconvenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on était un peu abattus. Et puis, en regardant tous les papiers qu'il y avait sur le bureau de mon collègue, je vois le petit bout de machin qui concernait M. Cosa, le premier comptable qui avait été agressé. Puis on s'est regardé avec le collègue, on n'a rien dit, on n'a pas parlé. Puis tout d'un coup, on a dit, ouais, mais bah, ça pourrait être autre chose.
Autre chose, le sang d'Henri Cosa par exemple? La première victime est encore hospitalisée à Genève. Les policiers suisses foncent prélever son ADN. Monsieur Rothenbuehler, les résultats des analyses génétiques tombent pendant l'audition de Denis Lemasson. Alors le sang qu'on a retrouvé sur ses chaussures, il est à qui? Alors on a été quelque peu surpris à l'arrivée des résultats, puisqu'on était persuadé que c'était le sang de M. Blatty. Et c'est là qu'on a appris que c'est effectivement le sang de M. Cosa qu'on a retrouvé sur les chaussures de M. Lemasson. Alors M. Lemasson, il explique comment ces taches? Alors il n'a pas vraiment d'explication sur la présence de ces taches. Lui, il avait expliqué dans un premier temps que c'était très vraisemblablement le sang de sa fille. Il a pu démontrer que c'était faux. Donc après, il n'a plus vraiment d'explication là-dessus. Ils travaillaient ensemble. M. Cosa peut être blessé devant lui. Oui, mais la particularité de la forme des taches de sang montrait que c'est du sang qui a été projeté. Donc c'est pas simplement s'il avait saigné du nez, par exemple, et quelque chose était tombé, une goutte de sang était tombée sur la chaussure, ça aurait fait une autre marque, une autre forme de goutte. Et donc là, c'était du sang d'une plaie sanguignolente qui est frappée et le sang qui gicle. Donc c'était effectivement pas possible avec les explications qu'il donnait. Le sang de M. Cosa ne l'implique pas dans le dossier Blatty? Non, par contre, c'est effectivement un faisceau d'indices supplémentaires qui nous pousse à nous intéresser à M. Denis Lemasson. Le paradoxe, c'est que les Français ne peuvent rien faire puisqu'il est en Suisse, et vous, en revanche, vous allez l'inculper alors que vous n'avez pas vraiment de preuves matérielles dans le dossier Blatty. Non, on n'a que des preuves effectivement indirectes, peu d'éléments concrets dans le dossier Blatty. Alors qu'est-ce que vous faites? Alors là, le juge d'instruction décide d'inculper Denis Lemasson et demande son incarcération à Genève. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nie? Qu'est-ce qu'il dit? Alors lui, il continue de nier. Donc, durant toute la procédure d'ailleurs en Suisse, il ne va jamais reconnaître avoir participé à l'homicide de M. Blatty. Déterminés à coincer Denis Lemasson dans l'affaire Blatty, les policiers genevois épluchent les factures téléphoniques du couple que la police française a récupérées. Et quelque chose ne colle pas. On se rend compte qu'il y a plusieurs contacts téléphoniques entre M. Lemasson et sa compagne, tard le soir du meurtre. Et à partir de là, on ne comprend pas très bien pourquoi ils se téléphonent s'ils sont ensemble à la maison. Ces 3 appels ont été passés du téléphone fixe du couple vers le portable de Denis Lemasson. À 18h41, 18h48 et 21h58. Sans réponse. Si le soir du meurtre, la compagne de Denis Lemasson a cherché à le joindre, c'est bien la preuve qu'il n'était pas chez lui. Il a donc menti, et elle aussi. Mais pourquoi essaye-t-elle de le couvrir? Que sait-elle de toute cette histoire? Les policiers retournent à Fillinges pour une nouvelle perquisition. Et ils sont bien décidés à bousculer Viviane un peu. C'est clair qu'on lui explique un certain nombre de choses par rapport au code pénal suisse, et en lui disant que si l'enquête arrive à déterminer qu'elle ment, elle risque également d'avoir des problèmes. En Suisse, d'abord, et puis que les problèmes en Suisse vont entraîner des problèmes en France, parce que si elle n'est pas apte à s'occuper de sa fille, elle ne peut pas s'en occuper, sa fille devrait être placée. La perquisition tourne au psychodrame. J'ai vu rouge et donc j'ai commencé à être désagréable avec les gendarmes. Et donc ils ont dû prendre ma fille, l'emmener dans le jardin et faire en sorte qu'elle ne voie pas certaines choses. Mais à ce moment-là, je l'ai très très mal vécu. Je vois ma maman paniquer. Je vois du monde, vraiment beaucoup de monde, et moi au milieu en fait, et je comprends pas. C'est tout ce dont je me rappelle. Furieuse, Viviane se réfugie dans la salle de bain. Pendant ce temps-là, les policiers découvrent dans le garage une boîte en fer avec des disquettes d'ordinateur et des chèques. Des chèques de la société GS Automation, signés parfois avec 2 signatures, la signature du patron, la signature de M. Lemasson, parfois qu'avec sa signature. On a des disquettes informatiques qu'on ne peut pas lire sur place, mais on saisit tout pour suite utile. Tout est répertorié par nos collègues français. D'ailleurs, la liste le PV des scellés, comme on appelle ça en France, était assez conséquente. Ils ont bien transpiré pour l'affaire au fur et à mesure.
Les policiers saisissent donc l'ordinateur de Denis Lemasson et une liasse de papier. Au moment où le frère de Viviane sonne à la porte. Je suis arrivé, il y avait la police qui était partout dans l'appartement. Effectivement, il y avait ma nièce qui pleurait, ma sœur elle était en haut, donc je me suis demandé ce qui se passait. Et j'ai un policier qui est venu me voir en me disant voilà, il faut que tu ailles voir ta sœur, ces faits ne coïncident pas. Elle nous dit pas toute la vérité, pour son bien et pour la petite, il faut qu'elle nous dise ce qui s'est passé. C'est mon petit frère qui m'a calmée en me disant « Vivi, t'as une petite fille, arrête tes bêtises et calme-toi et ça va aller ». Viviane se calme, mais reste sur sa déclaration. La perquisition se termine, les policiers repartent avec les documents saisis. Mais quelques heures plus tard, surprise. Viviane et son frère se présentent d'eux-mêmes au commissariat de Genève. Monsieur Rothenbuehler, que vous dit la compagne de Denis Lemasson quand elle vient vous voir le 28 mars ? Elle reconnaît en fait qu'elle a menti dans ses premières déclarations qu'elle avait faites auprès de la gendarmerie française et qu'en réalité, M. Denis Lemasson est arrivé vers 22h, selon ses souvenirs. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé faire une douche à son arrivée et puis ensuite ils ont regardé un bout de film ensemble. Et elle l'a trouvé bizarre ? Elle n'a rien remarqué de particulier, il avait l'air tout à fait normal. Il avait des taches sur ses vêtements ? Elle n'a rien remarqué de particulier sur ses habits. Qui lui a demandé de mentir ? Denis Lemasson lui a demandé de mentir. Il lui a expliqué qu'il y avait eu un problème la veille et il lui a demandé donc de lui fournir un alibi pour la soirée tout en niant avoir participé à l'homicide. En fait, elle ne fait que confirmer ce que vous avez appris, les fadettes. Oui, tout à fait. Donc on savait qu'il y avait un problème en fait et qu'il ne pouvait pas se trouver au domicile puisqu'il y avait eu les fameux appels qui étaient partis du domicile à destination de son téléphone portable auxquels il n'avait pas répondu. Et pourquoi elle ne vous avait pas parlé avant ? Alors elle avait très vraisemblablement peur d'être impliquée dans cette affaire et c'est par la suite, en réfléchissant un petit peu et sur conseil de son frère également, qu'elle a décidé de venir nous expliquer la vérité. Elle avait très vraisemblablement peur de perdre la garde de sa fille. Au commissariat, Viviane raconte son histoire. Cela fait 6 mois que son couple bat de l'aile. Je leur dis que depuis le mois de septembre, je trouve que mon conjoint a changé, qu'il n'est plus comme il était. Je leur explique qu'il découche, que je sentais des odeurs de cigarettes, qu'il était alcoolisé, que c'était un comportement qu'il n'avait absolument pas. C'était absolument pas lui. Que je pense qu'il a rencontré certainement quelqu'un d'autre. Il y a 4 mois, en novembre, elle est même partie avec sa fille. Mais pour sauver son couple, elle a pardonné. Et à Noël, elle est revenue vivre à Fillinges. La mort dans l'âme, elle dévoile sa vie intime aux policiers avec l'horrible impression de lâcher Denis. J'avais vraiment le sentiment de casser quelque chose, de lui faire du mal, de le trahir. C'était horrible. Je pense que c'est peut-être le pire moment que j'ai vécu. Parce que je l'aimais énormément. Avec le recul, je me dis que c'est très bête, mais j'aurais fait n'importe quoi à ce moment-là. Viviane a conscience qu'elle l'enfonce. Aux gouttes de sang sur les chaussures s'ajoute maintenant ce mensonge sur son emploi du temps. Denis a menti, pire, il a demandé à sa compagne de le couvrir. Les charges s'accumulent contre lui. Pourtant, Viviane ne se résout pas à le croire coupable. Denis a toujours été très gentil, tendre, n'a jamais été violent, n'a même ne serait-ce que levé la main. Jamais, en aucun cas, ni moi-même, ni ma fille, jamais. C'était quelqu'un de patient, absolument pas violent, mais pas du tout. Impensable pour Viviane, mais aussi pour sa famille. Il était tellement proche de sa fille, on se dit il peut pas faire ça, il a pas pu faire ça, pas par rapport à sa fille, ma sœur. Enfin, honnêtement, j'y croyais pas. Cela fait plus de 8 ans que la famille de Viviane connaît Denis Lemasson, le conjoint idéal, le père idéal. Et pour elle, un coup de foudre. Il est devenu l'homme de sa vie. J'avais 16 ans, il en avait 22. C'était le meilleur ami de mon frère, qui se sont rencontrés à l'armée. Moi, j'ai rencontré Denis chez ma maman, par le biais de mon frère aîné.
Les choses se sont faites simplement et tout naturellement. C'est quelqu'un qui avait de l'humour, quelqu'un de charmant, quelqu'un d'intelligent. C'est un petit bonhomme et c'est ce qui me plaisait chez lui. Malgré sa jeunesse, le couple s'est mis rapidement en ménage et Denis Lemasson a séduit toute sa belle famille. On pouvait compter sur lui, il était toujours d'humeur égale. Voilà, quand ma mère elle venait faire des courses, il allait lui faire des courses. Il venait sur Lyon quasiment tous les 2 mois. Il était drôle. C'était le gendre idéal pour ma mère et c'était le frère idéal pour mon petit frère. Il était très proche de mon petit frère et de ma mère. Il était souvent là pour moi, m'aider dans mes études. Je faisais mes devoirs avec lui, j'étais assez tendu d'ailleurs, parce qu'il était assez carré. Fiable, souriant, doux, discret, Denis Lemasson reste insoupçonnable pour ses proches. Cet homme n'est pas un tueur, il le répète en chœur et font bloc autour de lui. La famille a beau le soutenir, les policiers ne le lâchent plus. Ils sont persuadés qu'ils ont bien trouvé le tueur de comptable. Ils ont mis le nez dans les papiers saisis chez Denis Lemasson et ils vont de surprise en surprise. Pièce par pièce, chèque par chèque, les policiers examinent tous les documents saisis chez Lemasson. Et ils trouvent ce qu'ils cherchent, un mobile. La piste qu'on a rapidement trouvée, c'était sur une disquette informatique. Il y avait une copie de facture d'une entreprise avec les en-têtes, tout, mais vierge. Donc on a été voir le patron, puis on lui a dit « Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il peut avoir ça, parlant des sous de chèque, comment il peut avoir ça en fonction de la facture ?» Et puis là, le directeur de l'entreprise nous dit « Mais on est en train de se faire blouser. Il y a un truc au niveau de la comptabilité. » Denis Lemasson s'est servi dans la caisse. Comment, combien? C'est 2 ans de comptabilité qu'il faut passer à la loupe. Un travail gigantesque qui met au jour les combines du comptable. On s'est aperçu que par 3 moyens différents, Lemasson pompait de l'argent dans la société. Alors, il faisait des faux chèques et il les encaissait. Il faisait des versements par Internet en faisant des inscriptions bidons dans la comptabilité. Et un 3e truc qu'on avait trouvé également, c'est qu'il se servait des jours où le directeur n'était pas là pour faire un certain nombre d'opérations comptables, certaines en liquide. En tout, Denis Lemasson a détourné 400 000 francs suisses, 300 000 euros de l'époque. Un travail de pro. En plus de détourner de l'argent, il a utilisé l'astuce puisqu'il a fait des fausses factures. Il a justifié ces fausses factures dans la comptabilité. Il a passé des fausses écritures comptables. Donc c'était vraiment bien camouflé. Denis Lemasson avait bien caché son jeu au travail, mais aussi chez lui. 2 voitures, une belle maison, une piscine. Le couple vivait au-dessus de ses moyens. Lorsque les fins de mois étaient assez difficiles, Denis avait tendance à remettre toujours un petit peu d'argent pour qu'on puisse manquer de rien avec ma fille. Et ça a duré un certain temps et je lui avais posé la question. Il m'a toujours dit que c'était l'héritage qu'il avait eu de son papa qui était décédé quelques années auparavant. Je le croyais, j'étais un peu jeune, peut-être naïve à ce moment-là, très amoureuse sûrement. Donc j'avais aucune raison de ne pas le croire. Elle est beaucoup sous sa coupe. Il semble tenir la maison assez fermement, tenir son ménage assez fermement. Et elle est un petit peu sur la réserve par rapport à lui. Personnellement, je suis absolument persuadé que l'ami de Lemasson, c'est une victime. Car en réalité, la plus grande partie de l'argent détourné, ni Viviane ni sa fille n'en voyaient la couleur. Les policiers ont beau mettre le nez dans les relevés bancaires du couple, le compte est loin d'y être. En fait, Denis Lemasson avait un autre compte en Suisse. Il y déposait l'argent détourné et faisait des retraits en liquide. Qu'en faisait-il? Les policiers l'ignorent. Mais là encore, sans le savoir, c'est Viviane qui les met sur la voie. Elle leur raconte qu'elle avait découvert, par hasard,
grâce à sa fille, que Denis la trompait. En voiture, un jour, en direction de la maison, elle m'a dit « Regarde, maman, c'est là où habite la dame, l'amie de papa. » Je me suis arrêtée et j'ai sonné une première fois. Ce jour-là, ça n'a pas répondu. Je suis revenue, j'ai sonné et cette personne m'avait donné rendez-vous dans un bar. Et elle m'a fait un portrait de mon conjoint qui n'était absolument pas celui que je connaissais. Elle me disait qu'il était fêtard, qu'il aimait les femmes, qu'il n'était pas du tout celui que je croyais qu'il était. Cette femme, les policiers la retrouvent. Elle est hôtesse dans un bar à champagne dans le quartier des Paquis, le quartier chaud de Genève, celui de la prostitution et des petits trafics. Denis le maçon y passait beaucoup de temps. Et là, l'enquête a pris un tournant intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il claquait de l'argent les après-midi. Il allait avec sa voiture, il faisait la tournée des filles, il dépensait beaucoup d'argent, alors qu'il était censé travailler. Un habitué. On l'appelait même le baron des Paquis. Tout le monde le connaissait, tant le comptable détonnait dans ce milieu. Alors, je l'aurais très bien vu en train d'être un enfant de cœur. Voilà, il avait la tête du séminariste. Un séminariste qui avait sa table attitrée dans tous les bars à champagne. Il se mettait à cette petite table et il parlait gentiment et il commandait à boire. Santé, santé, santé. Il était accompagné souvent de femmes bien. C'était un peu l'été, légèrement vêtues, mais qui n'étaient quand même pas des femmes de tout va. C'était des femmes normales, jolies. C'est lui qui payait tout le temps en liquide. Voilà, il n'avait pas de carte de crédit, il payait cash. Jamais de scandale, toujours gentil. Le client idéal. Mari idéal, comptable idéal et maintenant le client idéal. Là encore, un homme doux, discret, très généreux. Ce monsieur le maçon ne parlait pas beaucoup, il était assez secret. Du reste, je me posais la question, que peut-il leur raconter? Alors, comme il n'était pas un grand conteur, il devait plutôt pas leur raconter des histoires, mais convivialement, ces dames étaient là, mangeaient bien, et monsieur le maçon avait l'air très heureux. Les patrons de bar, les hôtesses, les habitués tiennent tous le même discours. Il est là, il boit son verre tranquillement, il regarde à gauche, à droite, il mate peut-être, je sais pas. J'ai jamais compris comment il fonctionnait. Mais qu'importe, les policiers tiennent leur mobile persuadés que Denis le maçon a agressé ses deux confrères pour ne pas être démasqué. Avant leur agression, les deux comptables avaient sans doute mis le doigt sur ces magouilles. C'est ce qu'Henri Cosa tente de dire au juge d'instruction. Dans son souvenir et dans son langage qui était quand même assez limité, il a dit qu'il a découvert des choses qui n'allaient pas. Et il n'en a jamais dit beaucoup plus. Simplement, il l'a dit à le maçon. Jean-Raymond Blatty aussi se posait des questions. La preuve, le montant que sa calculatrice affichait le jour de sa mort. 118 630. Jusqu'ici, les policiers n'avaient pas compris, mais maintenant, cette somme prend tout son sens. Ça correspondait exactement ou presque à quelques dizaines de francs près au montant de l'argent détourné, soit via Internet, soit directement sur le compte de le maçon, soit du montant tiré par les chèques. Mais c'est un montant à 6 chiffres, c'était plus de 100 000 francs. Et pour mon collègue et moi, c'est à peu près clair que Blatty, qui était un bon comptable, il avait une bonne réputation comme comptable, avait mis le nez dans les affaires à le maçon et que ça allait très rapidement sentir le roussi pour lui. Les deux hommes en auraient-ils parlé le soir du meurtre? Jean-Raymond Blatty aurait-il demandé des explications à le maçon? Les éléments à charge s'accumulent. Dominique, des prélèvements ont été effectués non seulement sur la scène de crime, mais partout dans l'entreprise, dans les couloirs, dans les bureaux. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé?
D'abord, on va retrouver la souris de l'ordinateur de Jean-Raymond Blatty. Elle est sous son bureau. Sur cette souris, il y a son sang à lui. Pas des traces d'éclaboussure de sang, mais du sang qu'il avait sur les doigts et qu'il a posé sur la souris de l'ordinateur. Peut-être qu'il la tenait au moment où on l'a frappé. Et on retrouve donc son ADN mélangé à un autre ADN, celui de Denis Lemasson, qui a touché cette souris et qui, lui, a laissé un ADN de contact des cellules épithéliales. Ensuite, dans les toilettes hommes de l'entreprise, il y a un dévidoir de tissu pour s'essuyer les mains. Eh bien, sur ce dévidoir, on va retrouver du sang à la fin du dévidoir. C'est-à-dire qu'il est arrivé tout au bout. Eh bien, ce sang, c'est celui de Denis Lemasson. Alors, les enquêteurs vont lui poser la question, lui dire « Mais comment se fait-il qu'on retrouve votre sang à cet endroit-là » Lui, il va dire aux enquêteurs « Bah oui, je me suis coupé la semaine précédente, je me souviens, je me suis coupé et je suis allé me laver les mains et je me suis essuyé les mains dans ce rouleau de tissu. » Manque de chance pour lui, c'est que le rouleau de tissu, il est changé plusieurs fois par semaine parce que c'est une usine, un atelier, les hommes viennent beaucoup se laver les mains. Donc, le rouleau a été changé et ça ne tient pas. Et les enquêteurs pensent qu'il s'est probablement blessé lui-même en agressant M. Blatty et que c'est à ce moment-là qu'il est allé utiliser les toilettes pour se laver les mains. Et on trouve autre chose ? Oui, on va trouver également dans un monte-charge un mouchoir ensanglanté. De ce sang, on va extraire un ADN masculin inconnu. On n'a jamais su à qui appartenait cet ADN. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant dans le bureau de M. Blatty. Sur la moquette, des empreintes révélées au luminol. Ce sont les empreintes d'une basket, une chaussure de sport, qu'on trouve dans 3 endroits différents du bureau. Alors, on va essayer de déterminer la pointure, mais ce n'est pas facile parce qu'il a marché dans le sang de M. Blatty, mais sur la moquette. Donc, on va déterminer une chaussure qui serait entre du 40 et du 44. On va chercher chez Denis Lemasson ces chaussures et on ne les retrouvera jamais. Cette empreinte restera un mystère. Les policiers ont des billes, mais toujours pas d'aveu. Alors, ils reprennent l'interrogatoire. Denis Lemasson doit s'expliquer sur ses malversations financières. S'agissant du détournement d'argent, il l'avoue immédiatement. Donc il dit oui, c'est moi, mais ça a été vraiment fait dans l'intérêt de mon patron et dans l'intérêt de l'entreprise. Personnellement, je touchais une petite commission sur ces montants, mais rien de plus. Une petite commission de 400 000 francs suisses et un patron voyou. Les policiers sont plutôt sceptiques. C'était pas plausible parce que quel intérêt aurait eu le patron de détournement de l'argent? C'était lui l'actionnaire de la société, donc il n'avait aucun intérêt de vider les comptes de la société. Un mensonge de plus. Peu importe, maintenant il faut des aveux dans l'affaire Blatty. Mais là, les policiers se heurtent à un mur. Chaque fois que j'annonçais un élément, je disais par rapport à ça, on a ça, on a ça. Non. Et l'avocat posait des questions en disant, mais comment vous pouvez être sûr que on a ça. Comment vous pouvez être sûr, on a ça. On va énumérer chaque fois les mêmes choses. C'est quelqu'un qui a réponse à tout. Il s'adapte vraiment à chaque situation, à chaque fois qu'un élément lui est soumis. Il trouve une réponse, il trouve une explication du tac au tac. Le problème qu'on a, c'est vos chaussures trouvées chez vous et c'est le sang de M. Cosa. Ouais. Et alors? Il n'a pas été plus loin. C'était pas possible, c'est nous qui nous étions trompés, il y avait une erreur. Imperturbable. Mais les policiers ont un nouvel élément, le bornage téléphonique. Le soir du meurtre, entre 18h40 et 21h50, le téléphone portable du suspect a activé les relais situés autour de la zone industrielle de Plan-les-Ouates, à proximité de GS Automation. Il était bien sur place. Denis Lemasson comprend enfin que sa position n'est plus tenable. Alors, il lâche du lest. Monsieur Lemasson finit par dire « Oui, je suis allé travailler avec Monsieur Blatty cet après-midi. Je suis parti de l'entreprise avec ma voiture. Et arrivé à la douane de Bardonnay, la douane franco-suisse, je me suis rendu compte que j'avais gardé un ouvrage comptable dans ma voiture avec moi et j'ai fait demi-tour pour le ramener. C'est là qu'il est tombé sur le cadavre de Jean-Raymond Blatty.
Il explique qu'il a vu le corps par terre, avec du sang autour. Il est allé vérifier si M. Blatty était toujours vivant en lui touchant le cou avec 2 doigts. Il s'est mis du sang sur ses doigts. Il dit s'est essuyé sur son blouson avant de repartir. Il a été pris de panique. Il s'est dit, voilà, si jamais on me trouve là à côté de ce cadavre, on va tout de suite penser que c'est moi. Donc il s'enfuit, décide de ne rien dire et de rentrer chez lui. Les policiers décident d'en rester là pour le moment, mais ils ne le croient pas. Alors, ils affûtent un peu plus leurs arguments pour la dernière audition. Elle a lieu quelques jours plus tard, fin avril, 1 mois après la mort de Jean-Raymond Blatty. On sentait bien mal à l'aise, mais pas du tout intimidé, très fermé, un regard un peu particulier, comme des yeux de poisson mort. On n'arrive pas à fixer son regard, les yeux qui descendent, il ne bougeait pas. Il a une très grande maîtrise de lui-même, il a une capacité à ne pas s'énerver, même quand il est pressé, même quand il est soumis à des interrogatoires de professionnels. Il est très solide. Solide, jusqu'à ce que les policiers l'accultent à la faute. Une erreur dans son emploi du temps. À une des occasions, on a pu lui dire, ben voilà, là vous venez de vous foutre de nous parce qu'il y a 2 pages en avant, vous avez signé ça, parce qu'on nous a signé page après page volontairement, et là vous nous dites le contraire. Donc vous avez menti dans un des 2 cas. Et là, tout d'un coup, on s'est regardé avec le collègue les deux, on a vu un regard qui était totalement différent. Et il nous a regardé, là on a vraiment eu la bête fauve au coin du bois. Un regard en coin. Sans doute, celui qu'Henri Causa a croisé lors de son agression, celui qu'il a dessiné de façon compulsive. Lorsque le juge nous a montré 1 ou 2 de ses dessins, on s'est regardé avec mon collègue, on a dit, mais c'est le regard de Lemasson le jour où il a perdu son sang-froid en salle d'audition. C'est exactement ça. Les policiers ont entrevu un instant l'autre Denis Lemasson. Mais l'homme se ressaisit aussitôt. Malgré l'habileté de l'interrogatoire, il reste sur ses positions, ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Monsieur Rothenbuhler, Denis Lemasson vous sert donc une nouvelle version, cette histoire de collègue déjà mort dans son bureau. Est-ce que vous y croyez? Non, pas du tout, parce que ça semble vraiment très surprenant. Donc il explique qu'il a vu l'inscription sur l'abdomen de la victime alors qu'il n'allume pas la lumière, qu'il explique juste avoir touché le corps, être reparti. Il y a plein d'éléments qui ne jouent pas. Et puis, vraiment, de façon temporelle, c'est vraiment extrêmement surprenant que quelqu'un soit venu justement dans cet intervalle-là et qui tue la victime. Vous avez retrouvé les vêtements qu'il portait ce soir-là? On n'a jamais retrouvé de vêtements comportant du sang, donc on suppose qu'on n'a pas retrouvé les vêtements qu'il portait ce soir-là. Il a eu tout loisir de s'en débarrasser entre son lieu de travail et son domicile, qui sont distants de plus de 30 km. Selon vous, comment les choses se sont-elles passées? Denis Lemasson était déjà venu la veille. Et là, il avait été surpris en fait, de la présence du patron qui était encore là avec le comptable, donc avec M. Blatty. Il a prétexté qu'il était venu juste chercher quelques cartons d'archives et il est reparti. Le jour de l'homicide, on arrive à déterminer, grâce à son téléphone portable, qu'il arrive en gros vers 18h20 vers l'entreprise et qu'il attend plus de 40 minutes dans le secteur de la sortie du parking, en réalité jusqu'au départ du patron. À ce moment-là, il entre dans la société et M. Blatty est au téléphone avec un ami, donc ça nous permet de vraiment déterminer à quelle heure précisément il rentre. Et ça, c'est 5 minutes après le départ du patron. Il a l'air de passer toute la soirée avec lui, puisqu'on a encore des fichiers informatiques qui sont ouverts à 20h50 par M. Blatty. Et puis là, il décide de l'agresser à un moment donné. Pour ce faire, il va récupérer un outil qui est dans un atelier à proximité, un outil qui va disparaître, donc on ne le retrouvera jamais. Et puis ensuite, donc, il fait la fameuse inscription sur l'abdomen, il prend ses affaires et il rentre chez lui. Et il rentre chez lui vers 22h. C'est un homme intelligent, Denis Lemasson. Comment a-t-il pu imaginer que ces malversations ne seraient pas découvertes? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser, effectivement. C'est lui seul qui pourra y répondre. C'est simplement peut-être sa façon de fonctionner à M. Lemasson. Dès qu'il y a un obstacle devant lui, ne trouve pas d'autre solution que de l'éliminer physiquement. Un assassinat, une tentative d'assassinat, à 31 ans, l'avenir de Denis Lemasson est déjà bien sombre et les nuages s'accumulent encore pour cet homme jeune, au passé déjà bien lourd.
car les policiers connaissaient le secret de Denis Lemasson. Derrière ce regard sympathique, Denis Lemasson cache un drame qui remonte à son adolescence. Il avait 15 ans quand son père a été assassiné. C'était à l'aube d'une journée de juillet 1987. Une patrouille découvre un véhicule totalement calciné en bordure d'un chemin communal sur la commune de La Pérouse-Mornay. Et ils ont la surprise de découvrir à l'intérieur un corps lui-même complètement calciné. Les gendarmes identifient rapidement le propriétaire de la voiture et se rendent chez lui. Ils sont accueillis par deux jeunes adolescents de 15 ans qui indiquent être les fils de M. Lemasson, un facteur de la commune. Ils indiquent que leur père est parti dans la nuit après un coup de téléphone. Ils racontent ça de façon très calme, sereine, se disent surpris de ne pas avoir vu revenir le père, mais pas plus. Et comme si cela ne suffisait pas, l'enquête démontre vite que l'assassin est un oncle de Denis. Il a tué Louis Lemasson pour une sombre histoire d'argent et ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à lui. Et au moment où on l'interpelle, on s'aperçoit qu'il avait monté un véritable fourche à bol, donc il nous attendait. Il avait monté un gilet pare-balles artisanal, il était casqué, il avait un fusil à pompe bien évidemment chargé, approvisionné à la main, carabine, plusieurs centaines de cartouches. Disons que vraiment, il attendait. En garde à vue, l'homme avoue sans détour et part en prison. Pour l'adolescent de 15 ans, c'est une fracture immense, une de plus. Car son père l'a abandonné à sa naissance en 71. En fait, Denis est né d'une relation adultérine. Sa mère l'a élevé seule, elle travaillait à l'usine et ne roulait pas sur l'or. Denis parlait rarement de son enfance. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Jusqu'à ses 6 ans, c'était un petit garçon qui était souvent malade. Je sais également qu'il a fait du tennis, qu'il avait été classé, que c'était un très bon joueur. Mais de son enfant, je connais absolument... Au final, je me rends compte que je connais vraiment pas grand-chose. Il a 14 ans quand son père renoue avec sa mère. Louis Lemasson est toujours facteur dans la Drôme, mais il a divorcé. Il épouse la mère de Denis. La vie de l'adolescent bascule. Il y a maintenant un homme à la maison entre sa mère et lui. Il hérite d'un demi-frère de son âge, Loïc, qui vient vivre avec eux. Et il change de nom, il devient un Lemasson. Mais le père est resté volage et trompe rapidement sa nouvelle femme. La mère de Denis sombre alors dans l'alcool et la dépression. Un jour, elle met le feu à un cabanon et se retrouve internée pendant de longues semaines en hôpital psychiatrique. Denis est privé de sa mère et bientôt de son père, car Louis Lemasson est assassiné à ce moment-là. Mais le jeune Denis finit par surmonter assez bien ce drame. Sa mère est sortie de l'hôpital, il retrouve sa place auprès d'elle. À 17 ans, il entame un CAP de peintre en bâtiment. Il est heureux et il tombe amoureux. Mais l'aventure ne dure pas, sa petite copine le quitte pour un autre.
Une fois encore, Denis est remplacé auprès de celle qu'il aime. Cette fois, l'adolescent perd pied, il veut mourir. Il avale des médicaments et appelle sa mère. Il a une révélation à lui faire. Lorsque nous arrivons chez Madame Lemasson, elle est éplorée, catastrophée, elle arrive tout juste à parler. Elle nous dit voilà, la petite copine de mon fils l'a laissé, il a tenté de se suicider, il a avalé des cachets, et pensant qu'il allait mourir, il m'a dit bon, de toute façon, pour le père, cherchez pas, c'est moi et Loïc. Et il le répète en garde à vue. Il nous raconte tout simplement qu'un jour, avec son frère Loïc, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est mon frère, ou si c'est mon frère ou si c'est moi, on a décidé de tuer le vieux. Vous avez décidé de tuer votre père, mais pourquoi? Ben comme ça, sans raison. Il était méchant? Non, pas du tout. Il nous donnait même de temps en temps, il nous donnait un peu d'argent. On a décidé ça comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et donc on a décidé de le tuer dans la nuit. Le soir on soupe ensemble, on regarde la télévision, on va se coucher, on attend que le père s'endorme. Et puis on décide de le tuer au couteau et taper tous les deux ensemble. Donc lorsqu'il dort, on se rend dans sa chambre, on frappe tous les deux, le père fait un bond, se redresse dans le lit, Loïc se sauve pour vite aller chercher une carabine. Le père est contre le mur, il est en train de respirer difficilement. Loïc prend la carabine, lui donne un grand coup de crosse sur la tête. Le père arrête de respirer, il est mort. Ils prennent le père, ils le font dégringoler les escaliers. Loïc va chercher la voiture. Il charge le père dans le véhicule et il décide d'aller le cacher. Ils font quelques centaines de mètres, ils ne trouvent pas d'endroit pour le cacher. Alors on se trouve comme des cons, on ne savait pas quoi faire. Ce sont leurs propres termes. Et à ce moment-là, ils décident de mettre le feu. Alors qui a décidé? Ben, je ne sais pas, si c'est moi ou si c'est Loïc. C'est peut-être Loïc, c'est peut-être moi. Les deux gamins avaient pris la précaution de prendre leur vélo. Pendant que la voiture s'embrase avec leur père à l'intérieur, les adolescents rentrent tranquillement. Ils nettoient le sang dans l'escalier, se couchent et s'endorment. Les gendarmes n'y ont vu que du feu, un crime parfait, à 15 ans. Il est évident que s'il n'y a pas le problème de Denis, abandonné par sa petite copine, qui décide de se suicider et qui dit à sa mère « c'est nous qui avons tué le père », le crime restait, enfin tout au moins, les auteurs du crime restaient impunis. Pourquoi l'oncle s'est-il accusé à leur place? Nul ne le sait. À l'époque, un psychiatre a examiné les deux garçons. Il a jugé Denis égocentrique et infantile, son passage à l'acte, un jeu. Pour le médecin, il était récupérable et sans danger pour la société. Une sanction pénale ne pouvait être que structurante. Les assises de Grenoble ont condamné Denis et son demi-frère encore mineur à 5 ans de prison ferme. Denis en est sorti 2 ans plus tard, un diplôme de comptabilité en poche, bien décidé à conquérir la place qu'il croyait mériter. « 13 ans après cette première condamnation, Denis Lemasson est renvoyé devant les assises de Genève. La cour ne doit juger qu'un crime, celui de Jean-Raymond Blaty. Mais l'assassinat du père et l'agression d'Henri Cozat vont peser lourd sur les débats. Le procès s'ouvre le 14 septembre 2004. Et cette fois, personne ne va prendre la place de Denis Lemasson.
Lemasson, il est assis au premier rang devant les juges avec ses avocats derrière lui, avec les avocats de la partie civile un peu plus loin. En face de lui, il y a le président de la cour d'assises et le jury. Et puis, sur la gauche, il y a le ministère public. Et il ne donnait pas du tout l'image d'un vindicateur, d'un agresseur. Non, c'était un petit gars sympa, tranquille. Et Lemasson, il est penché en avant, les yeux dans le vague, la tête en bas. Je ne veux pas dire décontracté, mais sans aucune émotion. La défense plaide l'acquittement. Elle est combative et exploite le moindre détail. Il y a par exemple un mouchoir ensanglanté avec un ADN masculin non identifié qui est trouvé dans le monte-charge de l'entreprise, tout près du bureau où M. Blatty a été retrouvé. Il y a dans le bureau des traces de pas, de semelles qui n'ont jamais été identifiées. Également, ça, ce sont des éléments qui, ma foi, restent quand même des lacunes du dossier. Mais sur son banc, Denis Lemasson se défend mal. Il a donné des versions des faits qui incriminaient d'autres personnes. Par exemple, quand il a demandé son autorisation de séjour, il a produit des faux diplômes. Il a dit que ça s'était fait en accord avec son employeur de l'époque. Ça, c'est vrai que ce sont des choses qui, sur le moment, le font passer un peu pour un menteur. Il passe aussi pour un menteur quand il nie l'agression d'Henri Cosa. Malgré son état de santé, le comptable vient témoigner à la barre. Quelqu'un a dit « c'est un mort-vivant », c'est terrible à dire, mais c'est vrai que c'était extrêmement poignant. Et là, avec des jurés qui voient ça, c'est très très difficile de remonter la pente. C'est vrai que ça a installé une chape de plomb supplémentaire sur le procès. Denis Lemasson va droit dans le mur. On pensait qu'au dernier moment, son avocat arriverait à l'influencer d'une façon ou d'une autre et qu'il ferait les aveux peut-être pas en détail, mais qu'il expliquerait quelque chose. Il a nié jusqu'au bout. On aurait aimé d'entendre dire c'est moi. Oui, je l'ai tué. Qu'il l'ait pas reconnu, c'est quand même toujours une blessure, quoi. L'avocat général demande la réclusion criminelle à vie. Une peine rarement réclamée ici. Les jurés partent délibérer. Le verdict tombe le lendemain et c'est une bombe. Il a été condamné pour assassinat à perpétuité. À Genève, je crois que c'était la première fois que ça arrivait. Plus de 15 ans que la cour d'assises de Genève n'avait pas prononcé cette peine. C'est un moment qui est quand même très difficile. Là, il n'y a pas de réaction chez lui. Il n'y a pas de réaction. Il part, il me dit « bon, voilà, c'est fini, on peut y aller ». Il me serre la main et puis il n'a pas l'air d'être plus peiné que ça, il n'a pas l'air plus gêné que ça. Perpétuité en Suisse pour la mort de Blatty. C'est maintenant à la France de se prononcer pour Cosa. Rosabelle Moscato, vous avez instruit le dossier français de cette affaire. Denis Lemasson est extradé en France en 2007, donc 5 ans après les faits. Pourquoi un tel délai? En fait, à la fois pour des raisons d'enquête et pour des raisons de procédure. Pour pouvoir entendre M. Lemasson sur tous les éléments qui nous ont été rapportés par l'enquête suisse, il va falloir attendre que l'enquête suisse se termine. Les Suisses ne vont accepter l'extradition qu'en début d'année 2007, et encore avec une petite réserve, en nous disant « nous acceptons l'extradition », sauf que M. Lemasson ayant été condamné à une peine à perpétuité, on ne peut pas vous le remettre tout de suite. Donc il a fallu que les autorités françaises engagent une autre procédure qu'on appelle un prêt de détenu pour que l'on obtienne une remise temporaire de M. Lemasson. Vous l'entendez donc 5 ans après les faits. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il reconnaît, en fait Pas du tout. Lorsqu'il arrive devant moi en interrogatoire de première comparution, donc pour sa mise en examen, il va répondre à l'ensemble de mes questions, mais aux questions que je dirais périphériques ou accessoires, sauf que la question principale et essentielle que je lui pose au début de mon interrogatoire, il va avoir cette réponse un peu surprenante qui est de dire « je préfère laisser ça en suspens ». Votre question, c'est est-ce que vous reconnaissez être l'auteur de l'agression de M. Cosa?
Et à chaque fois que je l'entendrai, je vais l'entendre à plusieurs reprises par la suite, il ne me donnera aucune réponse précise. Il ne me dira jamais « oui, je suis l'auteur » ou « non, je ne suis pas l'agresseur de M. Causa ». Il se contentera de me dire « je n'ai rien à dire ». Et quand vous lui posez des questions précises, comme justement à propos du sang sur sa chaussure, qu'est-ce qu'il répond? Pas d'explication. Il ne dit rien. Je ne sais pas. Quelle impression il vous fait, cet homme? C'est quelqu'un de très calme. Il n'a jamais manifesté d'agacement ou d'énervement, bien au contraire. Et au fil des interrogatoires, cela va même confiner à une espèce d'indifférence. Il va être complètement détaché de ce qui va se dire ou de ce qui va se passer. Et l'impression qu'il donne, c'est que justement, il attend que ça se passe. Vous organisez donc une confrontation entre M. Denis Lemasson et Henri Causa. Comment ça se passe? Il est fidèle à lui-même. Aucune réaction à ce moment-là. Je m'attendais peut-être davantage à ce que, finalement, il baisse sa garde et qu'enfin, il nous dise un peu plus expressément que oui, il était là, oui, il était l'auteur de l'agression. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et comment il est, M. Causa, avec lui? Il est agressif? Il lui pose des questions? Pas du tout, parce que M. Causa, comme il ne se souvient pas des circonstances de son agression, il n'accuse pas M. Lemasson, il tire juste un certain nombre de déductions, sachant qu'il avait relevé un certain nombre d'anormalités dans la comptabilité, qu'il avait commencé à faire des vérifications par rapport à cela, qu'il en avait parlé à M. Lemasson et que le lendemain, il a été agressé. Et lorsque j'interroge M. Lemasson à ce sujet, en lui demandant est-ce que vous aviez une réaction par rapport à cela, quelque chose à dire, je n'ai rien à dire. La même chose, je demande à M. Causa s'il est survenu un événement avant son agression qui pourrait expliquer que l'on ait retrouvé son sang sur les chaussures de M. Lemasson. Bien évidemment, M. Causa me dit que non, il n'a pas saigné du nez ou d'une quelconque partie du corps avant l'agression. Donc je repose à nouveau la question à M. Lemasson. Pouvez-vous nous expliquer enfin pourquoi il y a du sang de M. Causa sur vos chaussures? Je n'ai rien à dire. Vous le renvoyez aux assises pour tentative d'assassinat et vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente. Maître Interman, vous êtes l'avocat français de Denis Lemasson. Quand vous le rencontrez pour la première fois, il a déjà été condamné pour assassinat en Suisse. Ça ne va pas être très facile pour vous. C'est sûr que la mission s'annonce compliquée. Avec moi, c'est quelqu'un de tout à fait cordial, tout à fait correct. Je ne vais pas dire sympathique, parce que c'est quelqu'un qui ne se livre pas vraiment. Et on ne peut pas dire qu'il soit chaleureux, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de désagréable. Il vous aide à préparer votre défense? Alors, il ne m'aide pas du tout. Je ne vais pas dire qu'il s'en fiche, le terme est peut-être un peu fort, mais ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc il s'en remet à moi en me disant que de toute façon, il a déjà été jugé, qu'il a déjà été condamné à perpétuité, donc tout ça ne l'intéresse plus vraiment. Il aspire surtout à retourner dans son pénitencier suisse. Alors qu'est-ce que vous comptez plaider dans ces circonstances? La seule possibilité qui s'offre à moi, c'est d'essayer d'obtenir une requalification d'assassinat en violence volontaire ayant entraîné une infirmité. C'est la seule possibilité que j'ai pour essayer de passer d'une peine encourue de réclusion criminelle à perpétuité à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. C'est un espoir infime, mais c'est la seule chose que j'ai à tenter pour essayer de l'aider. Et vous appuyez sur quel élément du dossier pour faire cette requête? Alors, les éléments du dossier, c'est de dire qu'il souhaitait mettre hors d'état de nuire un comptable qui pouvait peut-être révéler des choses le concernant et son activité professionnelle, mais le mettre hors d'état de nuire, ce n'était pas nécessairement l'assassiner. Est-ce qu'il s'inquiète de sa famille qui est à l'extérieur, sa femme, sa fille, sa mère? Alors, pour ce qui concerne sa fille, il ne m'en a jamais parlé. Alors qu'il a des conversations téléphoniques depuis la maison d'arrêt avec elle, régulières. Pour ce qui concerne sa maman, les choses sont un peu différentes. On a parlé de sa maman parce qu'au moment précisément où le procès s'annonce, où il faut envisager de faire citer des témoins, soit sur les faits, soit sur la personnalité de celui qu'on défend, je lui pose la question de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire citer votre maman pour expliquer, après tout, l'enfant que vous étiez, la jeunesse qui a été la vôtre, etc. Pour lui, la réponse est catégorique. Je ne veux pas que ma mère vienne témoigner, je ne veux pas qu'on la dérange avec ça. Alors qu'il encourt une peine criminelle à perpétuité, il ne veut pas qu'on dérange sa maman. Denis Lemasson est renvoyé devant les assises d'Annecy en décembre 2009. Et là, comme à Genève, tout le monde est surpris par l'allure juvénile et lisse de l'homme dans le box. Mais cette fois, un psychiatre vient éclairer la cour et l'armure de l'accusé commence enfin à se fendiller.
Quand le psychiatre qui a expertisé Denis Lemasson vient à la barre, tout le monde est suspendu à ses lèvres. Donc je commence par ses parents et c'est donc au bout de 5-10 minutes que j'apprends qu'il a tué son père. Pour moi, c'est une bombe. C'est une bombe, d'abord parce qu'il a tué son père, mais c'est la façon dont il le dit qu'il a tué son père. C'est d'une froideur, c'est un épiphénomène. Ce n'est certainement pas un événement. Il l'a fait avec son petit frère, et à deux, comme ils étaient tous les deux mineurs, eh ben les enquêteurs vont penser à tout le monde sauf à eux. Ils sont tellement bêtes, les enquêteurs. Et on saura ça, on saura qu'il a un enfant, et c'est tout. Pas un mot affectif, ni sur son épouse, ou du moins sa conjointe, et pas un mot sur l'enfant. Ils n'existent pas. Lui est en prison, eux, que se débrouiller. Je suis glacé, car on ne peut pas être à la fois expert et ne pas être un humain. Le psychiatre a beau être un habitué des expertises, il n'a jamais vu ça, un cas rare de manipulateur pervers. Un pervers, il est ce qu'il est et il en est fier. Les autres ne sont rien et sa compagne est un objet dont il se sert. Il se sert si bien qu'elle peut avoir même l'impression qu'il est affectif à son égard, mais c'est faux. Il est incapable d'affectivité, il est incapable d'empathie avec qui que ce soit. Denis Lemasson ne supporte pas la frustration. Alors, gare à ceux qui se mettent en travers de sa route. Son père, d'après lui, avait fait interner sa mère pour de fausses raisons. Donc, on le supprime, et il l'a bien cherché. Les autres comptables se mêlent d'affaires qui ne les regardent pas, donc on les supprime. C'est aussi simple. Il n'a aucun barrage, aucun interdit. Et je ne vois pas bien comment on lui fixera des interdits qu'il n'a pas. Le psychiatre est formel, Denis Lemasson est dangereux et incurable. Dangereux parce que la répétition est non pas envisageable, c'est plus. Elle est extrêmement probable. Et inguérissable, intraitable, parce que personnellement, j'en suis convaincu. Le diagnostic est quand même, pour le moins, je dirais, dramatique. Parce que, à part l'enfermement, rien ne peut mettre la société à l'abri de Lemasson. Il est facile d'imaginer qu'il pouvait continuer à l'infini. Dans son box, Denis Lemasson faiblit. À la fin du procès, il finit par lâcher un mot ou deux, presque inaudibles. Il a dû dire ou c'est vrai ou c'est moi, mais et c'est du bout des lèvres. Je veux dire que c'est pas quelque chose qu'il a clamé haut et fort. Oui, il le reconnaît comme si c'était quelque chose qu'il avait fait, mais pas vraiment fait. Bon, je le reconnais, quoi. Je l'ai fait, voilà. Mais c'est tout. Ce qui est d'ailleurs extrêmement frustrant pour les victimes. Hein. Denis Lemasson n'en dira pas plus, au désespoir de ses victimes et de ses proches. Je trouve dommage tout ça parce que lui, il a brisé sa vie. Mais quelque part, ça a bien perturbé et cassé ma fille. Elle est vraiment en morceaux, ma fille, dedans. Ça se voit pas, mais... Il change un peu de sujet quand j'essaie d'en parler. Moi, j'aimerais qu'il m'en parle parce que j'en ai besoin pour avancer. Et qu'il sache aussi que peu importe ce qu'il me dira, ça restera quand même mon papa et ça changera pas. Maître Interman, alors qu'il a toujours nié l'agression contre Henri Causa, cette fois-ci, votre client finit par faire un aveu timide devant la cour d'assises. Oui, c'est un aveu effectivement timide. Il va se contenter de dire « oui, j'y étais, oui, c'est moi », en quelques mots, de cette manière-là. Des aveux relativement dénués d'affect, qui ne vont pas émouvoir qui que ce soit dans la salle, qui s'expliquent, je pense, par le cheminement qu'a commencé à faire Denis Lemasson. Je crois qu'il arrive à un moment où il n'a plus rien à espérer, rien à gagner ou rien à perdre en réalité. Et donc il fait simplement son cheminement à lui
pour peut-être ne pas avoir à se reprocher d'avoir menti, pour peut-être aider Madame Cosa. Je pense qu'il a été peut-être touché par Madame Cosa. Et devant la cour d'assises, il a aussi reconnu l'assassinat de M. Blaty. Mais ça a été quelque chose de très rapide. Il est passé là-dessus en quelques secondes, hein, pour dire que voilà, c'était lui, mais c'est tout, rien de plus. Est-ce qu'il semble soulagé une fois qu'il a parlé? Je ne peux pas dire qu'il semble soulagé, non, je ne crois pas. Il n'espère pas une indulgence particulière? Je ne crois pas parce que, encore une fois, son procès ne l'intéresse pas vraiment. Donc la sanction ne l'intéresse pas. Lui, il est dans l'optique d'avoir été condamné à perpétuité en Suisse et de vouloir retourner purger sa peine en Suisse. Et pourquoi il veut retourner absolument en Suisse? Alors, il considère que les conditions carcérales sont plus confortables, si on peut utiliser ce mot-là, en Suisse qu'en France. Et puis, il a pris ses petites habitudes, j'ai envie de dire, là-bas. Il a entamé des études qu'il souhaite poursuivre. Des études de quoi? De comptabilité. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Comment il réagit à ce verdict? Il n'y a pas de réaction sonore de sa part, de cri de désespoir ou quoi que ce soit. Après, je me retourne, je le vois, il est calme, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et quand je vais aller discuter avec lui, juste derrière le box des accusés, quelques minutes après, il y a une indifférence au verdict. C'est presque lui qui va me réconforter. Voilà, il est comme à son habitude. Et pourquoi il décide de renoncer à son appel? Je n'ai pas d'explication à cela. J'imagine que faire appel, c'était attendre de nouveau dans les prisons françaises un second procès et que son envie de retourner en Suisse était plus forte que l'idée d'avoir un second procès en France. Condamné en Suisse et en France à perpétuité, Denis Lemasson doit exécuter ces deux peines successivement. La confusion est impossible. 15 ans minimum en Suisse, 22 ans en France, 37 ans au total. Presque une vie.